suis ici pour vous présenter l'ouvrage Le primat du marché sur la puissance, qui est sous-titré Aux origines européennes de la globalisation, 1985-1995, et qui, comme ces bornes chronologiques peuvent l'indiquer, est un travail issu d'un mémoire de master d'une durée de 2 ans, et qui porte sur les institutions européennes, la construction européenne et la politique européenne de la concurrence. M'est venue l'idée de ce mémoire. Il faut se reporter à un fait d'actualité survenu précisément le mercredi 6 février 2016, où en fait on a une volonté de 2 géants du ferroviaire, l'un allemand, Siemens, et l'autre français, Alstom, précisément Alstom Transport, la branche transport d'Alstom, qui ont eu la volonté de fusionner pour créer un géant européen. L'idée est simple, on a un géant français, un géant allemand, ils fusionnent, on crée un géant européen pour lutter contre le géant américain, le géant indien, le géant chinois, etc., dans ce domaine industriel qui est le ferroviaire. Et puis cette décision des 2 entreprises s'inscrivait dans une volonté de beaucoup de fédéralistes européens, d'européistes, on pourrait dire, de créer ce qu'ils appellent l'Europe puissance. Il faut œuvrer à l'Europe puissance, c'est-à-dire il faut créer des géants industriels européens pour rivaliser avec des géants étrangers. Et c'était une des phrases qu'on retrouvait beaucoup chez les fédéralistes européens, y compris au sein même de la Commission européenne de Bruxelles. Or, c'est cette même Commission européenne de Bruxelles, et plus précisément son commissariat attaché à la concurrence, qui a fait avorter le projet, qui a tout simplement mis un terme au projet. Le projet n'a pas vu le jour, au nom de ce qu'ils appellent la politique européenne de la concurrence. Et pour justifier et pour légitimer leur décision, ils auraient très bien pu citer un économiste américain de sensibilité keynésienne qui s'appelle John Kenneth Galbraith, qui a beaucoup réfléchi sur ces sujets de concurrence et qui, grosso modo, définissait la politique de la concurrence en prenant l'exemple d'un boulanger et d'une grande entreprise, en l'occurrence Ford, puisqu'il est américain, il citait Ford, avec cette idée que le boulanger, lui, pouvait finalement, que le boulanger, si lui faisait du mauvais pain, eh bien, il était sanctionné, puisque les gens n'achetaient pas son pain, c'est logique, tandis que Ford pouvait se permettre de faire une mauvaise voiture, les gens l'achèteraient quand même, puisque il est tout seul, il a tout dévoré, il a racheté tout le monde, il est hégémonique, il est en situation d'hégémonie, donc finalement, il peut se permettre et de faire une mauvaise voiture, et même de faire grimper les prix à la hausse, et donc il y a cette idée que s'il n'y a pas de concurrence, les intérêts du consommateur ne sont pas représentés. Il y aura une espèce de démocratie de la concurrence. C'est comme ça qu'on justifie, qu'on légitime la politique de la concurrence. Et c'est une idée qui peut se défendre en soi, qui est noble en soi, mais qui m'est apparue comme en contradiction quelque part avec cette idée de créer une Europe puissance avec des géants industriels, etc. Et donc c'est de cette contradiction amusante et intéressante au sein même de l'UE que je me suis dit que ça valait bien un sujet de... Alors non, une politique de la concurrence ne protège pas forcément les intérêts du consommateur en ce sens qu'il y ait des contre-exemples en fait à cette idée. Le contre-exemple le plus flagrant qu'on peut citer, c'est l'exemple français, le contre-exemple français d'EDF, qui était un monopole, qui était un service public, et pourtant la France des années 60, 70 pouvait s'enorgueillir d'avoir les prix de l'électricité les moins chers de tout le marché européen. Donc ça s'explique par tout un tas de choses, le nucléaire, tout ça, enfin bon, c'est pas le sujet, mais donc oui, effectivement, c'est une règle qui peut avoir ses contre-exemples. Alors oui, c'est un sujet qui peut apparaître très technique, très économique au premier abord, mais qui en réalité est très, très politique, très d'actualité aussi. Il nous concerne tous, en ce sens qu'il pose la question de l'identité de l'Europe en réalité. C'est vrai qu'on entend souvent des critiques faites à la construction européenne, des critiques principalement souverainistes qui fustigent les transferts de souveraineté de l'État-nation France vers la Commission européenne, transfert monétaire avec l'euro, la question de Maastricht, des critères sur la dette, le déficit, etc. Donc voilà, ces critiques-là existent, mais ce qu'on sait moins, ce que le Quidem sait moins, c'est qu'on a aussi ces critiques, on a aussi des critiques faites à l'égard de la construction européenne qui émanent des fédéralistes européens, qui expliquent finalement que oui, certes, il y a des transferts de souveraineté de l'État-nation à la Commission, à la construction européenne,
mais que ces transferts de souveraineté ne se font pas pour bâtir une Europe puissance, ne se font pas pour bâtir un État-nation européen, mais plutôt oui, bâtir, entre guillemets, un grand marché du droit, du commerce, de la concurrence. Et donc voilà, en fait, derrière un sujet économique, technique, on voit bien que c'est des grandes idéologies politiques qui s'affrontent, et donc c'est de l'économie politique, et c'est un peu un livre d'histoire des idées politiques, finalement. En consultant les archives, on découvre tout un tas de choses, hein, c'est l'objet du travail de mémoire et d'historien, et notamment la grande idée qui revient, c'est qu'il y a en quelque sorte eu dans ces années charnières, 85-95, un conflit entre trois visions de la construction européenne, chacune, si on caricature un peu, portée par une nation. On a d'un côté une vision française qui était plutôt colbertiste, plutôt protectionniste, plutôt fédéraliste européenne. Et face à elle, on avait une vision plus anglaise, plus britannique, davantage néolibérale, qui était en même temps une vision de l'Europe des nations, relativement hostile à des transferts trop importants de souveraineté vers une commission jugée bureaucratique. Et puis enfin, on avait la vision plus germanique, allemande, plus ordolibérale, qui elle n'était pas forcément hostile sur chaque sujet à des transferts de souveraineté, notamment lorsqu'il s'agissait de bâtir une administration pour casser des conglomérats, comme on vient de le voir. Et en fait, ce que j'explique, c'est que la politique européenne de la concurrence, et même l'identité que se donne l'Europe dans ces années-là, charnières, eh ben, c'est un peu le fruit d'une alliance entre la vision germanique et la vision anglaise, britannique, contre la vision française, alors que paradoxalement, ça a été fait sous la présidence d'un Français, Jacques Delors, qui était proche de François Mitterrand, président français, président de la République française, donc c'est un peu le paradoxe. Donc voilà, c'est ça qu'on apprend principalement, avec aussi tout un tas de réflexions. On est amené, dans ces années 80, à s'intéresser à l'acte unique, à Maastricht, et donc ces grandes libéralisations des capitaux, des flux, des personnes, sans harmonisation sociale et fiscale au sein de l'Europe et même vis-à-vis des pays tiers. Et donc on voit bien qu'en fait, quand on étudie ça, on se dit que ce qu'on appelle la globalisation, et qu'on impute souvent à l'Angleterre de Thatcher, aux États-Unis de Reagan, et ben, elle a quelque part été déclenchée principalement par la construction européenne, par les socialistes français à la tête de la construction européenne à cette époque-là. Donc c'est un peu là l'ironie. Et d'ailleurs, c'est pas une thèse que j'invente, hein, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de l'économiste Raoui Abdelal qui avait expliqué ça. Donc voilà, ça aussi, c'est une part importante du travail de ce livre, plus le rôle aussi qu'ont un certain nombre de groupes de lobbying, d'acteurs privés. Je cite beaucoup dans le livre la table ronde des industriels européens, hein, l'ERT en anglais. Et donc voilà, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui reviennent et qui sont très importants dans l'ouvrage. Cette idée, elle est ancienne, hein, l'idée de faire de la politique de la concurrence une politique économique propre, avec des fonctionnaires dédiés à ça. Ça remonte en fait au Sherman Antitrust Act aux États-Unis d'Amérique, survenu en 1890, et qui a abouti en 1911 à la mise à l'arrêt de la Standard Oil Company, qui était un peu l'équivalent dans le domaine de la raffinerie pétrolière de ce que peuvent être aujourd'hui les Google, Apple, Facebook, enfin une espèce de géant qui avait tout dévoré sur son passage en termes de concurrence. Et donc son interdiction, entre guillemets, enfin son dépeçage avait fait beaucoup de bruit en 1911 à l'époque. Et c'est cet acte-là qui a vraiment servi de matrice idéologique et même juridique aux fonctionnaires européens lorsqu'ils ont bâti, dans les années 80, et même avant, ça commence dès les années 60, cette politique européenne de la concurrence. Pour conclure, en amont, on peut dire que même si le livre est centré sur les années 80, il pose tout un tas de problématiques économiques et très politiques en réalité, comme je l'ai dit, et qui sont toujours d'actualité, qui posent la question de quel choix doit faire l'Union européenne aujourd'hui. Est-ce qu'elle veut maintenir ce statu quo entre transfert de souveraineté des États-nations vers la Commission, mais sans réel projet de vraiment bâtir une Europe puissance? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'elle choisisse complètement le choix du fédéralisme, de l'Europe puissance, qu'elle assume, entre guillemets,
Est-ce qu'au contraire, il faut qu'elle redonne davantage de prérogatives aux nations, qui sont les meilleurs cadres, les cadres les plus pertinents pour œuvrer à la politique de puissance? Voilà, c'est un peu c'est l'ouverture qu'un livre comme ça donne finalement.